Depuis près de 3 décennies, le Rwanda a maintenu une présence militaire en République démocratique du Congo, soit en envoyant des troupes militaires directement sur le terrain, soit en s'appuyant sur des groupes terroristes et autres milices qui mènent une guerre impitoyable dans laquelle plusieurs millions de Congolais ont trouvé la mort. Ces 3 dernières années, les commandants de l'armée rwandaise ont dirigé le M23, un mouvement de rébellion dans une guerre d'agression au cours de laquelle on dénombre des centaines de morts parmi les populations civiles et le déplacement de plus d'1 million de personnes dans la province du Nord Kivu, riche en minerais à l'est du pays. Dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies au Conseil de sécurité en juin 2023, il est noté que le M23, soutenu par des renforts des forces de défense rwandaises, contrôle des axes routiers critiques, y compris ceux menant au Rwanda et à l'Ouganda. Dans ce contexte d'une guerre d'agression imposée pour des fins économiques, le Rwanda est parvenu à blanchir de grandes quantités de tungstène, de tantal d'or et en provenance de la République démocratique du Congo. En mars 2024, le M23 et ses alliés des forces rwandaises ont réussi à encercler Goma, tombé complètement entre leurs mains la semaine dernière, bloquant ainsi une route commerciale essentielle que la RDC utilise pour expédier ses minerais à l'étranger et faisant passer clandestinement des minerais vers le Rwanda, probablement via le parc national des Virunga. En 2021, les données officielles américaines ont montré que le Rwanda fournissait 15% de l'offre mondiale de ce minerai, un dérivé du coltan, alors qu'il ne produit que de modestes quantités de tantal à partir de ses propres mines. En outre, les États-Unis achetaient 36% de leurs importations totales de tantal au Rwanda, le taux le plus élevé parmi les producteurs mondiaux, contre seulement 7% provenant de la RDC. Le Rwanda a utilisé un, un réseau international de haut niveau pour aider la contrebande à la vente et tirer profit des minerais de la RDC qui sont transportés le long d'itinéraires commerciaux militarisés. Kigali a bénéficié d'une couverture institutionnelle pour commercialiser ses minerais en détournant à son profit un système de conformité dirigé par l'industrie minière et des entreprises telles que AVX Corporation, Kemet Corporation et Global Advanced Metals, qui fabriquent des composants électroniques. Ces entreprises légitiment la contrebande en achetant en toute connaissance de cause des minerais blanchis en provenance du Rwanda. Dans ce contexte d'une guerre d'agression imposée pour des fins économiques, le Rwanda est parvenu à blanchir de grandes quantités d'étain, de tungstène, de tantal d'or en provenance de la RDC. En avril 2024, de grandes entreprises technologiques telles que Apple, Intel, Sony, Motorola et Lockheed Martin ont également été informés que les minerais achetés au Rwanda ont été introduits en contrebande depuis la RDC dans un contexte d'exploitation violente. Ces minerais ne sont donc ni exempts de conflits, ni obtenus légalement, mais les entreprises technologiques les utilisent malgré tout pour fabriquer leurs produits allant des ordinateurs portables aux avions de guerre. Paradoxalement, le Rwanda est présenté comme une plaque tournante sûre et efficace dans la chaîne d'approvisionnement en minerais, d'après les nombreuses preuves de blanchiment qui ont été apportées par les enquêteurs de l'ONU et par l'ONG Global Witness. Le 19 février 2024, l'Union européenne cette fois-ci et le Rwanda ont conclu un accord important pour favoriser le développement de chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. En effet, Madame Jutta Orpilainen,
commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, avaient signé un protocole d'accord ayant pour objectif de renforcer le rôle du Rwanda dans la promotion du développement durable et des chaînes de valeur résilientes en Afrique. Cet accord s'inscrit dans le cadre de Global Gateway, le plan de partenariat de l'Union européenne en matière d'infrastructures doté d'un budget de 300 milliards d'euros. Il fait partie d'une série d'accords similaires conclus avec des pays riches en minerais, dont la RDC, dans le but de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, un rival géostratégique. Plus de 900 millions d'euros de ce budget du Global Gateway sont alloués au Rwanda. Ainsi, quels sont les facteurs exogènes à la région et les facteurs endogènes qui maintiennent ce conflit depuis des décennies? Les enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques sont-ils les plus déterminants dans cette situation qui sévit dans la région des Grands Lacs? Et comment les problèmes locaux font-ils le lit de déploiement de ces enjeux internationaux? Que faire pour y remédier? Alors, pour discuter de toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales. Ahmed Kateb, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, quelle est votre analyse si l'on peut dire, ethno-anthropologique de ce conflit en Nord Kivu qui dure depuis au moins 3 décennies, à peu près depuis 1994? Et pourquoi les peuples de la région n'arrivent pas à trouver un modus vivendi qui leur permettrait de coopérer en paix et en bonne intelligence? Écoutez, d'abord, c'est un conflit qui remonte à loin. Si on veut faire un peu d'histoire, mais dans l'histoire courte, on peut remonter à 30 ans. Donc avril 1994, le début du génocide rwandais. L'antagonisme entre deux ethnies majoritaires dans la région, les Tutsis, les Hutus, ont fait que le génocide a commencé par une série de massacres perpétrés par l'ethnie Hutu contre les Tutsis. Et de part et d'autre des frontières du Rwanda, du Burundi et de ce qui était jadis le Zaïre, donc l'actuelle Mhm, République démocratique du Congo. Donc, on a déjà euh, ce substrat, disons, anthropologique, une guerre ethnique violente, farouche, et c'était le génocide, le dernier génocide du XXe siècle, disons, mhm. qui a causé la mort Au moins un de centaines, million. sinon 1 million de personnes, donc massacrées à coups de machette. Et notre génération se rappelle de ces terribles images de corps complètement dépecés, flottant sur les rives du lac Kivu. Euh, il y a également, si on veut remonter un petit peu dans l'histoire longue, l'actuelle République démocratique du Congo a été taillée, et je mesure le mot, a été taillée et enchâssée dans les frontières qui sont les siennes actuellement par le Congrès de Berlin de 1880, Absolument. 1885. Mhm, Et c'était la propriété privée du roi belge Léopold II. mhm, Donc, le Congo était considéré comme un État libre et qui était propriété privée du roi belge. Et pour pouvoir accéder aux mines, pour pouvoir amasser ses richesses, le roi Léopold a pratiquement commis un véritable génocide, c'est-à-dire une dizaine de millions de personnes, de Congolais, tués, mutilés, pour pouvoir extraire de l'or, extraire des minerais et transporter le tout vers Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, et envoyer toutes ces richesses vers la métropole belge. Donc on a déjà un fait historique
Le Congo actuel a été dessiné dans ses frontières par le Congrès de De Berlin, Berlin. 1885. Il y a eu déjà un massacre de masse, celui des colons belges, du roi belge Léopold II, contre le peuple congolais, donc 10 millions de victimes. Et 10 on a millions. une distorsion territoriale. Ah, Si on revient à la géopolitique, on a une distorsion territoriale. Si on voit sur la carte, la République démocratique du Congo ressemble à un entonnoir. mhm, Son débouché, quelques dizaines de kilomètres sur l'océan Atlantique à l'ouest, et de très vastes territoires qui s'étendent vers l'est. Et on a, par exemple, pour avoir un ordre de grandeur, la République démocratique du Congo est le deuxième pays de par la superficie en Afrique après l'Algérie, bien évidemment, mhm, avec 2 345 000 kilomètres carrés. Et entre Kinshasa et Goma, à la frontière rwandaise, il y a 2500 kilomètres de distance. ouais, Donc c'est dire que c'est un pays territorialement en distorsion et désarticulé. mhm, Pourquoi? Parce que l'Est, et ça explique quelque part la nature du conflit actuel, l'Est est beaucoup plus tourné vers l'océan Indien que vers l'océan Atlantique et la métropole et la capitale Kinshasa. Donc, c'est pour ça que depuis le début des différents conflits, la première guerre congolaise, la seconde, et aujourd'hui pratiquement nous vivons la troisième guerre congolaise, on- l'attraction du Kivu, nord et sud, de l'Ituri également, se fait en direction de l'Est, c'est-à-dire du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de la Tanzanie, le débouché vers l'océan Indien. Et ça permet de comprendre les dynamiques conflictuelles qui déchirent ce pays et qui font que aujourd'hui, euh, il y a pratiquement une dizaine de pays qui sont présents militairement sur le territoire congolais. On a quelques 200 sociétés de mercenaires. On a des sociétés de sécurité privée, notamment de Roumanie et de Bulgarie, donc d'Europe de l'Est. On voit que l'Est de la République démocratique du Congo a une attractivité et cette attractivité se nourrit d'abord des contradictions ethniques entre mhm. Tutsi et Hutu et les autres groupes qui constituent l'Est du pays, se nourrit également des relations et des liens entre les groupes ethniques antagoniques de part et d'autre des frontières de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire RDC Burundi, RDC Rwanda, RDC Angola et on a Ouganda, pardon, et on a également cette richesse extraordinaire, Mhm. terres rares, minerais rares, qui font que le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo est lorgné, Absolument. courtisé, disons, on veut se l'accaparer, on veut capturer ces richesses pour peser sur le marché international des minerais rares. Et bien évidemment, ces minerais font partie des chaînes d'approvisionnement de la nanotechnologie, des technologies de Absolument. pointe, des smartphones, de la robotique, des avions de chasse, etc. Donc on est dans une lutte euh, à plusieurs niveaux, Mhm. local, régional et mondial, D'accord. autour de la République démocratique du Congo. Et on se rappelle ce qu'avait titré le New York Times au début des années 2000, c'est une guerre mondiale en Afrique. Et Absolument. aujourd'hui, on est en mesure de se poser la question, est-ce de nouveau cette guerre mondiale en Afrique qui se dessine, Justement, qui se prépare dans l'est de la République démocratique du Congo?
Justement, vous avez commencé d'ailleurs par le rappeler, et c'est très très important que ce qui se passe, il découle du partage du congrès de Berlin de 1884, c'est-à-dire, je rappelle à nos auditeurs, c'est le congrès où les Européens se sont partagés, on peut dire, tout le territoire africain entre différentes colonies ou zones d'influence. 1884-1885. Voilà. Alors, de ce point de vue, Ahmed Katib, pardon, le 21 juillet 2010, le président des États-Unis, Barack Obama, a promulgué la loi Dodd-Frank Act pour faire face à la crise financière débutée aux États-Unis puis qui s'est propagée dans le monde entier en août 2007. Alors, elle contient néanmoins dans son article 1502 intitulé Conflict Minerals, c'est-à-dire les minerais de conflit, des dispositions qui intéressent la RDC justement directement. Et on a en effet quatre minerais et ils sont considérés comme liés au conflit dans la RDC ou dans ces pays voisins, à savoir la colombite tantalite, le coltan, ou la cassitérite, l'or, ou la wolframite, c'est-à-dire le tungstène autrement dit, ou leurs dérivés. Alors, ces minerais sont extraits dans la partie est du territoire de la RDC, notamment au Nord Kivu, et le même article donne au secrétaire d'État américain au Trésor le pouvoir d'ajouter d'autres minerais congolais sur cette liste dès qu'il les considère comme finançant les conflits précités. Et par ailleurs, le secrétaire d'État au Trésor américain donc doit, en consultation avec l'administrateur de l'Agence américaine d'aide au développement, l'USAID, dont on connaît le rôle néfaste dans plusieurs régions du monde, soumettre au Congrès américain une stratégie, soi-disant, pour combattre les liens entre les violences, les violations des droits de la personne, les groupes armés et l'exploitation des minerais en RDC. Alors, la question, l'application extraterritoriale de cet article, que je rappelle, cette loi Dodd-Frank elle a été votée par Obama, rectifiée par Trump après son arrivée au pouvoir, mais sans qu'il touche à cet article-là touchant les intérêts des Africains. Et ne constitue-t-il pas donc une ingérence dans les affaires internes de la RDC, semant le doute quant à ses objectifs vu la participation justement de l'UICED à sa mise en application? Et comment expliquer la quantité de minerais achetés par les grandes entreprises américaines de l'armement et des hautes technologies? Et puis on a, en 2024, la RDC a eu le deuxième budget de l'UICED justement, qui vient d'être dissoute par Elon Musk après l'Ukraine. Oui, Comment bon, voyez-vous tout ça? vous avez prononcé le mot magique, disons, c'est l'ingérence. Et grâce à l'extraterritorialité, donc à la puissance du dollar, on comprend pourquoi il y a l'extraterritorialité de la loi américaine qui s'applique un peu partout à travers le monde. Et c'est une ingérence flagrante, bien évidemment, dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Cette loi est censée réguler euh, l'approvisionnement des entreprises stratégiques américaines en minerais rares. Donc, et on comprend pourquoi les États-Unis donnent beaucoup d'importance à cet article 1502 et surtout pourquoi la République démocratique du Congo a été nommément citée parce que, bon, pour les Américains, c'est très important d'avoir les trois TG, donc les trois minerais étain, tantal, tungstène Mhm, plus l'or, gold plus l'or. Donc, la même mise sur ces minerais est stratégique pour l'industrie de la big tech et pour l'industrie militaire de pointe. mhm, On est dans les guerres du futur. mhm, Qui détient ces minerais sera le leader justement de demain parce qu'il pourra bénéficier d'un approvisionnement quasi illimité en minerais qui entrent dans la fabrication.
des mhm. composants, de la nanotechnologie, des smartphones, de tous les composants électroniques, électromagnétiques, etc. Donc, on est véritablement dans une guerre d'influence à travers l'accaparement des ressources minérales et minières de la République démocratique du Congo. On Mhm. peut comprendre pourquoi le Congo a bénéficié de l'USAID et qu'aujourd'hui Elon Musk ait décidé tout bonnement de supprimer cette agence. Mais il faut pas oublier qu'il y a l'Open Society de Soros, qu'il y Ouais, a ouais, ouais. d'autres mécanismes, entre guillemets, privés qui pourraient agir pour le compte du gouvernement américain en sous-main, bien évidemment. Donc, pour travailler et être au diapason avec les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Donc, on peut comprendre le fonctionnement de la loi Dodd-Frank, pourquoi elle a été promulguée et pourquoi la République démocratique du Congo a été nommément citée et les Américains depuis 2010 avait compris. C'est-à-dire avant la création du M23, 2 ans avant la création du M23, parce qu'il a été Absolument. créé en mai 2012, on voit que les États-Unis ont compris les enjeux. Bon, ils les connaissaient depuis bien longtemps, évidemment. Mais maintenant, comment mettre la main sur ces richesses, sur ces minerais, sur ces terres, donc pour contrer l'influence chinoise, pour contrer l'influence russe, pour contrer l'influence indienne grandissante sur le continent. Et là, je ne parle pas des autres pays émergents, je ne parle pas de l'Iran, je ne parle pas de la Turquie, je ne parle pas du Brésil. Donc, il y a une lutte mondiale qui se déroule par proxy, par groupe interposé, par pays africain interposé, pour pouvoir arriver à contrôler un segment majeur des industries de la quatrième génération industrielle. Bien. C'est très important, mais il y a quand même un aspect, c'est pas parce qu'on a l'habitude de nous le renvoyer à la figure, c'est celui du droit international. Alors, on a le Conseil de sécurité dont les résolutions 1493 et 1533, appelé les États à agir pour mettre fin à l'exploitation illégale, notamment par les groupes armés, des ressources naturelles de la RDC. Et dans ce cas, les Américains peuvent dire que l'article 1502 peut être considéré comme une réponse à cet appel. Cependant, ce même Conseil de sécurité a affirmé qu'il respecte la souveraineté de la RDC. Et en outre, si les décisions prises par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la charte s'imposent à tous les États membres des Nations Unies, il n'en est pas de même en ce qui concerne les lois nationales. Et en vertu de la compétence territoriale de l'État, sa législation ne s'applique que sur son territoire. C'est par rapport à cette extraterritorialité des lois américaines. Et si la compétence personnelle de l'État permet à ce dernier de réglementer l'activité de ses ressortissants se trouvant à l'étranger, toute application donc autoritaire de cette réglementation est exclue sans l'accord de l'État du territoire, c'est-à-dire qu'il le reçoit. Alors, quel est votre avis d'un point de vue donc, du droit international sur la question et quelles seraient donc les visées réelles de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank dans ce cas? Non, le but réel de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank est clair, c'est l'internationalisation des ressources de la République démocratique du Congo, ni plus ni moins. Mhm, Euh, Ça permet aux Américains d'avoir la main dessus, de pouvoir, sous prétexte d'interdire le commerce des minerais de sang. On se rappelle tous des Blood Diamonds mhm. et du fameux film qui parle des diamants de sang de la Sierra Leone. On est également dans les minerais de sang concernant la République démocratique du Congo. Donc, les Américains veulent, en principe, selon les termes
de l'article 1502 de la loi Dodd-Frank, empêchait les entreprises US de verser dans ce genre de commerce qui est considéré comme illicite, mais en réalité, ça permet euh, l'application euh, de, euh, de la loi américaine sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, euh, faire une déconnexion entre un territoire et une souveraineté Mhm. et une partie du territoire qui la compose. Donc la Mhm. souveraineté congolaise ne pourra plus s'appliquer d'une manière ou d'une autre sur cette partie, sur la région du Kivu, nord et sud, sur l'Ituri peut-être, sur le Kasaï, pourquoi pas. Donc peut-être demain sur la province du Chaba, l'ex-Katanga. Donc Mhm. on est dans une sorte de dynamique de fragmentation euh, qui a commencé de la République démocratique du Congo, une fragmentation qui vise à pousser à son paroxysme le, le- les conflits tribaux, les conflits ethniques, pour pouvoir détacher tous les segments de ce territoire et autonomiser par la suite ces dits territoires. Maintenant, le, en termes de droit international, bien évidemment, la Charte des Nations Unies insiste sur la souveraineté des États, sur le respect de cette souveraineté, sur les questions de non-ingérence, sur les questions de règlement pacifique des conflits et comment empêcher l'éclatement des conflits bien avant, donc être proactif. Est-ce que la Charte des Nations Unies est appliquée par les protagonistes et respectée par les protagonistes? Je ne le sais pas, je ne le crois pas. Mhm. On dit qu'il y a entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais aux côtés du M23, et ce sont les Nations Unies qui le disent. Mhm. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une accusation. Donc, Mhm. il y a également différentes troupes des différents pays, l'Ouganda, le Burundi, il y a des troupes tanzaniennes, il y a des troupes sud-africaines. Dans le cadre de la mission des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, donc on a plusieurs acteurs qui sont là, qui opèrent et qui obéissent à des logiques différentes. On voit comme sous conflit du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, un conflit naissant et qui risque de dégénérer entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Oui, Il y a absolument. des militaires sud-africains au Nord Kivu dans le cadre d'une mission de paix des, de l'Union africaine et de la communauté économique de l'Afrique australe. Et les Rwandais accusent les Sud-Africains de les tuer. L'Afrique Mhm. du Sud répond et dit que ce n'est pas l'armée rwandaise, ce sont des milices rwandaises. Et l'inimitié grandissante entre Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, et Kagame accentue également cette méfiance. Il y a une méfiance entre le président kényan et le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui empêche le Kenya, qui préside actuellement la communauté économique d'Afrique de l'Est, d'essayer de trouver une solution. Et il faut savoir que le Congo appartient à trois communautés régionales africaines. La communauté économique de l'Est de l'Afrique, la Mhm. communauté économique de l'Afrique centrale et la communauté économique de l'Afrique australe. Donc, c'est un territoire qui est, qui vit, qui veut avoir une triple appartenance parce qu'il est au cœur du continent. Il est à une charnière entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, presque une jonction géopolitique entre l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est. On voit que le Congo est là et il est victime de sa position géographique qui, en principe, devait être une rente stratégique extraordinaire pour le pays. Mhm. Hélas pour eux, ce n'est pas le cas. Et on se rappelle tous le propos du dirigeant chinois Mao Tse-tung
qui disait déjà à l'époque, à l'orée des années 60 et 70, que le Congo, que le Zaïre était le ventre mou de l'Afrique. Absolument. Alors, Ahmed Katib, selon l'article 1502 de la loi US, le secrétaire d'État au Trésor est appelé à établir une carte des zones riches en minerais et des routes commerciales et des zones sous le contrôle des groupes armés en RDC, en République démocratique du Congo, et dans ses pays voisins. Et cette cartographie ayant pour conséquence l'interdiction de l'achat des minerais extraits des zones sous contrôle des groupes armés. Donc, ne se pose aucun problème s'il y a concordance. Et c'est clair, quand il y a une concordance entre les zones et les mines de conflits figurant sur la carte établie par le gouvernement congolais et sur celle dressée par le secrétaire d'État américain. Mais en cas de discordance, on arriverait donc à une situation où le secrétaire d'État américain interdit, par exemple, d'acheter des minerais produits dans une zone où l'exploitation minière, ainsi que la vente de ces minerais, sont permises alors qu'elles sont permises par le gouvernement de la RDC. Donc, le problème, c'est que le gouvernement du RDC dit que cette région-là, il n'y a pas de conflit et on peut exploiter, extraire et vendre. Et le secrétaire d'État peut dire non, cette fois-ci, il y a des problèmes et on ne peut pas faire ceci. Et ce cas, justement, ce cas dernier, ce cas de figure, peut-être ce dernier cas de figure peut être illustré donc en comparant les cartes qui ont été établies dans les deux pays au cours de l'année 2012 et qui a justement créé ce genre de problème. Alors, la question qui se pose légitimement, c'est les Américains qui disposent de satellites énormes qui peuvent donc balayer toutes les zones qu'ils veulent sur le globe terrestre. Alors, ces imprécisions ne peuvent-elles pas donc décourager tout achat de minerais, non déplaise à l'invitation à acheter les minerais provenant de 11 sites miniers dans le territoire de la RDC, tels que faite par le ministre des Mines de la RDC? Et la question aussi est légitime, n'est-ce pas ça justement qui favorise la contrebande qui vend les minerais à des prix cassés? Et puis la question qui en découle pour la RDC est simple. Un autre pays peut-il interdire l'achat des minerais dans une zone où le gouvernement de la RDC l'a autorisé? Comment Maintenant, voyez-vous la chose? non, là, on l'a expliqué un peu plus tôt. Donc, la loi Dodd-Frank, notamment l'article 1502 qui concerne la RDC et le Mineral Act, euh, euh, essaie disons, d'injecter un peu d'éthique, un peu de moralisation par rapport aux entreprises américaines en les dissuadant Dans le texte, au d'accéder, moins dans le texte. bien sûr, dans le texte, d'accéder aux minerais qualifiés de minerais de sang. Maintenant, dans les faits réels, le problème est tout autre, la réalité est tout autre. On peut rappeler le fameux roi des minerais, pour ne pas le citer, l'Israélien Dan Gertler, le mania qui dispose de plusieurs entreprises et qui est qualifié à juste titre de roi des minerais parce qu'il verse dans la contrebande, il verse dans l'exploration, l'exploitation des minerais dans l'est de la République démocratique du Congo et qui est poursuivi aux États-Unis pour corruption. Donc, Dan Gertler dispose de circuits bien rodés, sécurisés, pour transférer et les minerais et les revenus de ces minerais directement à Tel Aviv, à Anvers ou à Londres. Donc on Mhm, voit qu'il y a une sorte de marché noir des minerais rares et aujourd'hui le M23 est accusé par Kinshasa de s'adonner
Parce à in l'exploration fine, et bien sûr, l'exploitation des minerais rares. quand les États-Unis disent, alors que le gouvernement du Congo dit que c'est une zone qui est sécurisée par l'armée congolaise, et vous vous dites non, et de ce point de vue, de ce fait, donc, vous interdisez l'exportation. Et puis, il y a la contrebande qui récupère tout ça avec les conflits avec les groupes armés et vend ces minerais sensibles à des prix cassés. On se demande si c'est pas ça le but, parce qu'in fine, les entreprises américaines l'achètent. Le but est qu'il y ait un approvisionnement sans cesse, un approvisionnement durable des entreprises stratégiques américaines en minerais rares. Mhm, Quels que soient les moyens, quelles que soient les routes commerciales, quel que soit le caractère licite ou illicite. Maintenant, la loi Dodd-Frank, dans les textes, bien évidemment, essaie de garantir ce caractère licite, mais dans les faits, c'est d'abord une ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, c'est également une internationalisation des richesses de ce pays, et enfin, c'est un moyen détourné pour pouvoir disposer à eux seuls de ces richesses. Donc, et se placer hors concurrence, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit la concurrence avec les Chinois, avec les Russes, avec les Brésiliens, avec les Indiens, pour ne mhm. citer que ces puissances-là. Donc D'accord. on est dans une dynamique internationalisée de captation de la richesse des sous-sols de la République démocratique du Congo. Et cela explique en grande partie la nature du conflit actuel et le positionnement des différents proxys. D'accord. Alors, le conflit dans l'Est de la République du Congo a incité aussi Bruxelles à revoir l'accord avec le gouvernement rwandais visant à sécuriser l'approvisionnement en matériaux critiques utilisés dans les smartphones et les voitures électriques. Et je rappelle que l'Union européenne, d'ici, je crois, de 2050, ou quelle année, en tout cas, elle envisage d'investir 33 000 milliards d'euros dans les nouvelles technologies de voitures électriques et ainsi de suite pour la transition énergétique. Alors, une question simple. Pourquoi l'Union européenne qui a appelé avec les États-Unis, la Chine et le Conseil de sécurité à la cessation des combats n'abroge pas purement et simplement cet accord, autant qu'elle a, autant, d'autant plus qu'elle a signé un autre similaire avec la RDC en 2023. Donc, les produits ou les minerais qu'elle achète à la Rwanda, on sait que le Rwanda n'en a pas sur son sol, pourquoi elle ne l'achèterait pas directement à la RDC? C'est plus simple. Écoutez, pour prendre l'exemple du coltan. Le coltan, le Rwanda ne produit pas ce minerai. Il se trouve fin 2024, Kigali a vendu à hauteur d'1 milliard de dollars de coltan. Absolument. D'où vient ce métal? D'où vient ce minerai? La question se pose. Mhm, Là, on fait la jonction avec le M23. En décembre 2024, la République démocratique du Congo a déposé plainte à Bruxelles contre le géant américain Apple, l'accusant de s'approvisionner selon dans des chaînes d'approvisionnement de minerais rares, tungstène, étain, euh, tantalite, etc., via le M23 et la contrebande de ces minerais à travers le Rwanda. Donc on voit que il y a un conflit d'intérêts, bien évidemment, et qu'il y a également un problème qui s'installe sérieusement entre Bruxelles et d'une part la République démocratique du Congo et d'autre part le Rwanda. On comprend également pourquoi l'ambassade française et l'ambassade belge ont été incendiées à Kinshasa, mhm. saquées à Kinshasa après l'annonce de la chute de Goma, Oui, fin janvier. On oui. comprend également pourquoi,
Bruxelles ne veut pas abroger l'accord avec le Rwanda, parce que la question qui se pose actuellement, pour qui roule Paul Kagame? Absolument. C'est la question principale, Mhm. c'est la question centrale, puisqu'on l'accuse d'être derrière le M23. Lui-même dit euh, les forces rwandaises, les forces armées rwandaises de défense sont en légitime défense, agissent en légitime défense. Pourquoi? Parce qu'elles, selon lui, sont en train de combattre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe qui est constitué de Hutus, donc les ex-génocidaires, réfugiés dans l'est de la République démocratique du Congo et qui alimentent une guérilla contre le pouvoir central à Kigali. Donc on comprend cette imbrication et on voit euh, que Paul Kagame se pose en véritable proconsul dans la région pour pouvoir régler ses comptes avec Kinshasa d'abord et gagner en influence. Kigali devient une destination très prisée pour les anglo-saxons pour euh, la haute technologie et la haute finance anglo-saxonne. Et Kagame a réussi à insérer son pays dans une dynamique, disons, qui fait partie d'une d'une dynamique mondialisée qui essaie de connecter quelques pays africains avec les grandes métropoles internationales, les centres capitalistes, industriels. Pourquoi? Parce que Kigali est une jonction entre l'Est de la République démocratique du Congo, donc les richesses qui Mhm. existent, les minerais rares, etc., et le monde extérieur. C'est la route la plus courte pour pouvoir sortir ces minerais du Kivu. D'accord. Ils ne peuvent pas traverser tout le Congo, 2500 kilomètres, je l'ai dit précédemment, pour arriver à Kinshasa, pour être externalisés, commercialisés vers l'extérieur. La route la plus courte, la plus simple, c'est Kigali, c'est l'océan Indien. Et là, ça explique les autres corridors qui sont en train d'être construits. Absolument. Je pense qu'on On va y les voir plus reviendra. tard. D'accord. Alors, on a, Ahmed Kateb, le gouvernement français a exigé le jeudi dernier, ce jeudi de la semaine passée, le départ de la RDC de toutes les forces rwandaises et des combattants du M23, soutenus aussi par le Rwanda, comme vous venez de le dire, qui ont progressé dans l'est du pays, riche donc en minéraux, je le rappelle. Alors, les forces rwandaises doivent quitter immédiatement le territoire de la RDC, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Christophe Lemoine, à l'issue d'une visite dans la région du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Et il rajoute, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables. Alors, comment jugez-vous la position de la France ou le jeu de la France dans cette région? Et puis, quelle est votre explication des 200 mercenaires roumains qui se sont rendus au Rwanda? Normalement, ils étaient payés pour défendre cette partie du territoire de la RDC. Ils se sont rendus sans combattre et dont une bonne partie, comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, de ces gens a été formée par la Légion étrangère française. Enfin, en ce qui concerne la France, c'est pratiquement l'hôpital qui se moque de la charité, bien évidemment, et comme d'habitude, les Français se posent en médiateurs alors qu'ils sont loin euh, d'être dans une posture de médiation entre les deux protagonistes. Euh, L'ambassade de France a été saccagée à Kinshasa. Les Congolais accusent les Français, les Belges, les Européens en général de traîner la patte et de ne pas vouloir trouver des solutions à ce conflit et de ne pas venir en aide au gouvernement congolais surtout, militairement, diplomatiquement, financièrement. Et aujourd'hui, on voit que Paris exige et somme le Rwanda de se retirer. Est-ce que la France a les moyens de sa politique d'abord? Mhm. La deuxième question, est-ce que Paris a toujours l'influence sur cette partie du monde? Non, elle ne l'a plus
dans son ancien précaré qui était le Sahel, elle ne l'a plus également dans la région des Grands Lacs. Et la France a une très mauvaise publicité. Et les Congolais comme les Rwandais gardent un très mauvais souvenir de la France qui a, par son laxisme, laissé faire le génocide de 1994. Donc, Ouais. les Français sont très mal placés pour donner des leçons, pour sommer X ou Y de de se conformer à la légalité internationale. Eux-mêmes euh, sont des spécialistes des coups tordus et on voit comment la Légion étrangère a entraîné des mercenaires roumains, mais pas que. Euh, et que ces mercenaires ont été envoyés dans l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des dizaines de sociétés de sécurité privée qui opèrent dans ce territoire. Il y a des Bulgares, il y a des Roumains, pourquoi pas des Ukrainiens. Donc on est véritablement dans une sorte de nid où euh, on retrouve tous les adeptes de la violence subétatique, non étatique, et tous les mercenaires qui veulent s'enrichir d'une façon fulgurante et rapide parce il y a l'argent, il y a la ressource et il y a cette opacité qui leur permet de se faufiler entre les mailles du filet. D'accord. Bien. Alors, maintenant, je vais passer à une question que vous avez déjà évoquée un peu. On a la République démocratique du Congo, donc, est riche, je le rappelle encore une fois, aux minéraux essentiels dont dépend l'essor actuel du développement technologique de la majorité des pays industrialisés. Alors, de ce point de vue, on a la Chine est bien en avance sur les États-Unis en matière de production depuis la conclusion d'accords il y a plus de 10 ans, mais la logistique reste un défi. Et c'est là que les États-Unis pensent pouvoir donc rivaliser avec la Chine. Et c'est l'objectif du corridor de Lobito, annoncé lors du sommet de G20 à Delhi l'année dernière. Le projet vise à l'origine à relier la Zambie, visait à l'origine à relier la Zambie et les régions riches en minéraux de la RDC à l'océan Atlantique via l'Angola, en modernisant un chemin de fer de l'époque coloniale, mais il est désormais prévu aussi de l'étendre à la Tanzanie. Alors, comment voyez-vous l'idée de ce corridor dans le contexte de la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs pour cette question-là de minerais sensibles? Et comment, selon vous, la situation pourrait évoluer? Le corridor de l'Obito est très important parce qu'il permettra à terme de relier les deux océans, l'Indien et l'Atlantique, de Absolument. désenclaver la Zambie, de désenclaver le sud de la République démocratique du Congo, donc l'ex-province du Katanga, qui avait fait sécession au début de l'indépendance congolaise en 1960. Et il y a fort à parier que d'autres corridors verront le jour, notamment euh, de l'est de la République démocratique du Congo en direction de l'océan Indien, c'est-à-dire avec pour déboucher soit Mombasa, soit Dar es Salaam, via Kigali, via Bujumbura. Donc, comment lier ces dynamiques? Bien évidemment, le corridor de l'Obito est une réponse américaine un petit peu sur le continent africain à l'initiative chinoise de la BRI, donc la ceinture et la route de la soie moderne. Et les Américains veulent rivaliser avec les Chinois pour extraire des minerais, notamment le cobalt, et le transformer sur le territoire américain. Là, il est intéressant également d'observer, de s'attendre à ce qui va se passer comme suite des événements dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que ça permettra de comprendre mieux les dynamiques internationales qui président à cette conflictualité locale. C'est très important. On va attendre les réactions réelles des Chinois. C'est très intéressant d'observer ce que va faire la Chine, ce que va faire également la Russie,
ce que va faire l'Inde, ce sont des puissances qui ont intérêt, du moins, à ce qu'il y ait une stabilité sur cette partie du continent africain. Et hélas, euh, je ne sais pas si c'est l'occasion, il faudrait rappeler que l'Union africaine est la grande absente dans cette dynamique de sortie de Justement, crise. c'est la dernière question, parce que c'est pas uniquement l'Union africaine, mais on a l'impression, comme d'habitude, toutes les organisations, qu'elles soient continentales ou régionales africaines, euh, sont absentes, sont au banc des absents, alors que la situation peut dégénérer et concerner toute la région des Grands Lacs. Et alors, comment elles peuvent participer justement à ça? Est-ce qu'elles ont les moyens d'agir? Et comment ils pourraient faire en sorte que les richesses de l'Afrique, c'est ça le plus important, profitent d'abord aux Africains et aux économies africaines? Ah oui, ça c'est un vœu pieux. Mais pour répondre à votre dernière question, euh, même si l'Union africaine en tant que telle, en tant que structure continentale, paraît absente, on attend le sommet d'Addis Abeba dans quelques jours, dans une dizaine de jours pratiquement, pour voir ce que les dirigeants africains vont faire. Mais il y a déjà un activisme réel, sincère, de deux communautés économique et régionale du continent, la communauté économique d'Afrique de l'Est et la communauté économique d'Afrique australe, qui veulent chacun de son côté et toutes les deux ensemble, parce que aujourd'hui nous sommes le 7 février, Mhm, demain le 8 février, il y aura un sommet en Tanzanie entre les deux communautés régionales pour pouvoir trouver une sortie de crise. On dit que le président Paul Kagame sera présent. On ne sait pas encore si le président Félix Tshisekedi de la RDC sera également présent. Donc, on attend de voir. Il y a des dynamiques qui se font. Il y avait un processus à Nairobi concernant les différents groupes sur le terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un autre processus qui a été engagé à Luanda, donc capitale de l'Angola, pour pouvoir trouver une sortie de crise institutionnelle, officielle, étatique à cette crise, à cette question. Donc, il y a maintenant la fédération des deux initiatives pour pouvoir trouver un package global et en finir définitivement avec ce problème. Euh, Attendons de voir les prochains jours et surtout scrutons le sommet d'Addis Abeba. Les Africains, certes, l'agenda est très dense, notamment l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, du vice-président de la Commission, etc. Donc, il y a un agenda très dense, mais la situation en République démocratique du Congo sera également parmi les grandes lignes de cet agenda. Donc, attendant de voir ce que les Africains décideront ou pourront faire. En attendant, il y a le sommet de Tanzanie. Donc, il y aura certainement des développements, espérons-le, heureux pour les peuples de la région. Alors, mais une dernière question, Ahmed Kateb. L'Union africaine dispose du Conseil de sécurité normalement qui est chargé de rétablir la sécurité, de faire en sorte que la voie des armes cesse dans le continent. Quel est son rôle? Parce qu'on nous n'avons pas vu vraiment un rôle actif dans cette crise-là, ou peut-être nous n'avons pas vu, c'est les médias qui n'ont pas tout rapporté. La deuxième chose, ces minerais quand même qui sont une richesse importante et une carte de négociation géopolitique et géoéconomique. Et pourquoi pas ne pas faire en sorte que dans le cadre, dans la vision de 2063 africaine, dans le cadre de la ZLECAf, que ce genre de matériaux soit utilisé pour négocier au moins des avantages, voire carrément créer des industries de transformation, ainsi de suite. Et l'Afrique a besoin de donner ses moyens à ses enfants.
Bah, évidemment. Euh, on pense bien que d'abord les Africains devront bénéficier de nos richesses, d'en disposer eux-mêmes, qu'ils aient une appropriation de ces richesses à leur profit, au profit de leur développement. C'est un continent qui a été trop longtemps pillé par les Occidentaux, par l'Occident intégral, qu'il est maintenant grand temps que les Africains puissent disposer de leurs richesses. Mhm. Et je pense que l'agenda 2063 prévoit une plus grande intégration africaine en termes d'exploitation des richesses minières et la création d'industries de transformation sur le continent. Pour répondre et revenir à la première question concernant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, c'est vrai que il n'a pas été très audible, ou du moins les médias continentaux n'ont pas fait grand cas Son de activité. ces résolutions. Il est certain, cependant, que les communautés régionales ont pris sur elles euh, cette nécessité de régler le problème. Lors du sommet d'Addis Abeba, il y aura certainement une réunion du CPS et on va scruter également les résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. D'accord. Alors, pour dire, euh, comment dirais-je, juste pour clarifier, s'il vous plaît, ce Conseil de sécurité, est-ce que ce qu'il décide est contraignant par rapport aux pays africains ou c'est juste comme un organe de consultation A priori, bon, c'est une copie, disons, du Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, il n'y a pas le droit de veto, donc il n'y a pas contrainte. Euh, Dans la philosophie de la construction africaine, après la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en Union africaine UA, il y a cette idée d'appropriation par les Africains de leurs problèmes, de la résolution de leurs problèmes, et il y a également cette idée d'adhésion volontaire aux différents mécanismes prévus par l'architecture continentale africaine. Et l'adhésion volontaire suppose qu'il n'y ait pas de contraintes. On sait qu'il y a d'autres mécanismes, des forces africaines en attente. Il y a euh, le- le- les mécanismes d'évaluation par les pairs en ce qui concerne la gouvernance. Il y a également le Conseil des sages. Donc, il y a une architecture qui prévoit une plus grande harmonie dans la gestion des affaires du continent et dans la résolution des conflits et dans la prévention des conflits surtout. Maintenant, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, on l'a vu, il n'a pas eu un grand apport en ce qui concerne les crises multiples dans les pays du Sahel. On le voit aujourd'hui également qu'il est quasiment absent concernant la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. et pourquoi justement cette fragilité? Et c'est quoi, qu'est-ce qui l'explique? C'est parce que les États qui le composent n'agissent pas ou il manque de mécanismes d'action? C'est quoi le Vous problème? savez, l'un des problèmes majeurs de l'Union africaine, c'est son financement. Mhm. Et lorsque les Africains pourront eux-mêmes financer l'Union africaine, financer exclusivement eux-mêmes l'Union africaine, là, on pourra dire que les mécanismes de l'Union africaine pourront fonctionner d'une manière plus efficace et plus efficiente. D'accord. Bien, c'est plus clair. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Ahmed Kateb, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. C'est moi J'espère qui vous vous remercie. retrouver. Tout le plaisir est pour nous. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.